bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans cette seconde saison de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, l'Express, le petit nouveau, Efrika ou bien Bola Latina. Vous la suivez peut-être au travers des comptes rendus quotidiens publiés sur notre site. La Coupe d'Asie des Nations bat son plein. La FC Corner vous embarque donc pour les Émirats Arabes Unis, faire un point sur la phase de groupe qui vient de s'achever. Mais avant cela, prenons quelques nouvelles du continent et penchons-nous sur les petites brèves de la balle orientale. Si les hostilités n'ont pas encore été déclenchées pour 2019 dans les 3 championnats majeurs de la zone Est, on affûte tout de même ses lames en se regardant en chien de faïence en attendant le printemps. Ainsi la K-League a dévoilé le calendrier pour la saison à venir. Ce sera Daegu qui aura l'honneur de recevoir dans son stade flambant neuf le champion en titre Jeonbuk en ouverture. Notons également que notre globe-trotter tricolore Mathias Coureur débutera sous les couleurs de Seongnam face à Gyeongnam, la surprise de 2018. Au pays du soleil levant, Kazuyoshi Miura, King Kazu pour les intimes, n'est toujours pas décidé à lâcher la rampe, puisque le milieu de terrain de 51 ans, professionnel le plus âgé de l'histoire du football, a prolongé d'une année supplémentaire au Yokohama FC, qui évolue en seconde division. Côté transfert, les champions du monde 2010 continuent d'être à la mode en G-League, puisque le senior David Villa a quitté la grosse pomme pour rejoindre le camarade Iniesta au Vissel Kobe. En Chinese Super League, c'est le Guangzhou RNF, le Guangzhou RF, qui réalise le premier gros coup de l'année 2019, ou plutôt probablement le dernier de l'année du chien de terre, qui se terminera le soir du 4 février, pour laisser place aux cochons de terre, mais on s'égare. Les Blue Lions ont donc attiré entre leurs griffes l'ancien Spurs belge Moussa Dembélé pour 11 millions de livres sterling. Beijing Guoan s'était pourtant placé les premiers sur le Diable Rouge, mais faute d'accord, on mange des merles. Un bien petit tracas au regard de ce que vit actuellement le Tianjin Tianjian. Le propriétaire du Tianjian Group ainsi que 18 associés ont en effet été arrêtés ces dernières semaines pour répondre du décès d'une jeune fille après l'absorption d'un produit de la compagnie, productrice d'herbes médicinales. Placé sous tutelle, le club a immédiatement revu ses finances à la baisse. Conséquence, le nouveau coach Choi Kang-hee s'est vu sommé d'accepter une coupe de 75% de ses émoluments, rien que ça. Après de houleuses réunions sur le sujet, il semblerait que les deux parties planchent désormais sur la négociation de l'annulation de son contrat de travail. Affaire à suivre. En Iran, si la Persian Gulf Pro League 2019 est entamée depuis un moment déjà, elle s'est tout de même mise en sommeil pour vivre tranquillement les aventures de la Team Melli en Coupe d'Asie. Ce qui n'empêche pas les clubs de se maintenir en forme par le biais de rencontres amicales. Ainsi, en attendant de défier le Qatari Al-Shahania, ce 18 janvier, Persepolis est venu à bout des Belges d'Eupen, 2-1, sous les yeux du maestro Xavi à Doha. Son ennemi de toujours, Esterlal, a pour sa part convié le leader du championnat azéri, le Neftchi Baku, pour un duel de chauve sur le terrain de son camp d'entraînement à Antalya, en Turquie. De quoi préparer avec sérieux la Ligue des Champions 2019 pour les deux mastodontes perses. Chez les kangourous en revanche, la A-League se tamponne bien le coquillard des joutes continentales et continue son cours sans scier. Perth Glory domine toujours les débats, devançant de 3 points le tenant du titre des playoffs 2018 Melbourne Victory qui compte un match de plus, et de 6 unités le tenant du titre en saison régulière cette fois-ci, le Sydney FC. Les Sky Blues qui ne vivent pas trop mal leur délocalisation au Jubilee Oval de Kogara pour cause de travaux autour de leur rentre habituelle, l'Allianz Stadium, oui un de plus. Les coéquipiers d'Alex Broski, après y avoir chuté lors des 2 premiers matchs, viennent d'enchaîner 3 victoires probantes de rang. Vers les bas-fonds, le technicien bavarois Marcus Babel tente de réveiller le Western Sydney Wanderers en sommant ses troupes d'être moins nice et d'être plus dirty. Il serait temps en effet car les rouges de Dirty Marcus ne connaissent plus la victoire depuis le 7 décembre. 5 défaites et un nul depuis, c'est nice en effet pour les adversaires. La lanterne rouge, les Central Coast Mariners, ont pour leur part célébré leur premier succès depuis, tenez-vous bien, 300
jours en A-League aux dépens de Melbourne City. Le coach Mike Mulvey s'en félicite et encourage ses ouailles à garder cette rage qu'il a aperçue lors de la rencontre et à avoir encore plus faim de victoire. Le club de Gosford sera à l'avenir, aidé pour cela par sa légende John Hutchinson, qui a quitté le banc de la réserve des Seattle Sounders pour venir au chevet de son club de toujours en intégrant le staff de Mr. Mulvey. En Malaisie, tandis que les Aigles Rouges de Kedah raflent l'Unity Shield 2019 face au Taureau de Perak, le tenant du titre, l'immense Tigre du Sud Johor Darul Ta'zim FC, annonce la couleur pour la saison à venir en recrutant le Brésilien de 31 ans, Diogo, triple champion de Grèce avec l'Olympiakos entre 2008 et 2013. Le champion indonésien 2018, le Persija Jakarta, semble en revanche dans une toute autre dynamique, puisqu'il agitera son mouchoir pour l'homme du titre, le coach brésilien Stefano Teko Kugura, qui emporte dans ses bagages ses compatriotes Jemerson Xavier et Renan Silva, respectivement piliers de la défense et meneurs de jeu du Persija. Pas de prolongation de contrat pour eux trois. Mais d'Indonésie et de Malaisie, il n'en est point question pour notre principal sujet du jour, puisque ces deux sélections n'ont pas validé leur ticket pour la Coupe d'Asie des Nations 2019, dont nous allons analyser la phase de groupe. C'est parti! Eh bien c'est parti, nous commençons donc cette seconde saison de l'AFC Corner par une grosse compétition, par un grand rendez-vous continental, la Coupe d'Asie des Nations 2019 qui se déroule en Amérique du Sud. Très bien, ça commence très bien, messieurs, dames, aux Émirats Arabes Unis, bien entendu. Et pour réaliser ce podcast, pour réaliser cette analyse du premier tour de la phase de poule qui vient de s'achever, j'accueille bien entendu Nicolas Cougo, notre rédacteur en chef de Lucarne Opposée. Comment vas-tu, Nicolas ? Salut Simon, écoute, ça va très bien, on se régale plutôt pas mal avec cette Coupe d'Asie, donc ça va. Et oui, on se régale pas mal, on a vu de très bonnes choses, on va en parler. Nous accueillons également, on a l'habitude aussi, puisqu'il y a l'Australie dans la zone asiatique, notre petit kangourou de Lucarne Opposée. Comment vas-tu, Antoine ? Salut, ça va bien ? Écoute, de mon côté, ça va très bien aussi. Et nous accueillons cette fois-ci un nouveau, en la personne de Jordan Bozonnet, qui est un spécialiste, on va dire un peu généraliste de l'Asie, notamment de l'Asie du Sud-Est. Comment vas-tu, Jordan ? C'est ça, nickel, très bien, et vous ? Très bien, tu peux me tutoyer, sauf si c'était un vous général peut-être. C'est ça, on va se tutoyer alors. Bon, eh bien, on va quand même se tutoyer. On a Lucarne Opposée, voilà, c'est la bande de deux copains. Bon allez messieurs, on va pas s'attarder, hein, trêve de bavardage, on va commencer et je vous propose d'y aller groupe par groupe et de commencer évidemment par le groupe A, celui du pays hôte des Émirats Arabes Unis qui allait être opposé à la Thaïlande, au Bahreïn et à l'Inde. Pour faire un petit récapitulatif, les Émirats Arabes Unis terminent premier avec 5 points, une victoire et 2 nuls. La Thaïlande termine seconde avec une victoire, un nul, une défaite, tout comme le Bahreïn, donc ils sont à égalité. La Thaïlande termine devant avec une moins bonne différence de but, mais au fair play, j'imagine, si quelqu'un veut me... Confrontation directe. Confrontation directe, j'hésitais entre les deux. Ils ont battu le Bahreïn à la deuxième journée. Voilà, parce qu'il y a un cas de fair play, mais on en parlera plus tard. Et l'Inde termine 4e. Alors, les Émirats Arabes Unis, on les attendait à ce niveau. Ils sont régulièrement, ils sont à leur niveau. Ils sont souvent là pour les phases éliminatoires, pour les coupes continentales. La Thaïlande et le Bahreïn, bon voilà, le Bahreïn a été très intéressant. La Thaïlande, c'est un football qui travaille depuis quelques années. On n'est pas trop surpris. Par contre, l'Inde investit énormément depuis des années. Quelques années dans le football, et après une victoire en forme de trompe-l'œil contre la Thaïlande, une victoire inaugurale 4-1, et bien patatras, 2 défaites. Messieurs, est-ce que l'Inde est le plus gros raté de cette compétition jusqu'à maintenant ? Déjà une petite pensée pour Constantine, le sélectionneur qui, je pense, il va pas rester encore longtemps, comme disait Nicolas l'autre jour. C'est vrai que l'Inde, c'est un peu la déception de ce groupe. Après, c'était un groupe quand même vachement disputé, hein, on peut le voir au nombre de points. Émirats Arabes Unis premier avec 5 points, l'Inde dernière avec 3 points. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont montré lors du premier match, on s'attendait à mieux
du côté de l'Inde. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, pour rebondir, Constantine, il a sauté. Il a donné sa démission au lendemain de la défaite. Enfin, juste après la défaite. On attendait mieux de l'Inde, mais après, j'ai envie de dire, elle paye le fait d'avoir renié son football. Je pense surtout au dernier match. Elle a joué le match nul. Elle a joué en balançant tout le match. Le seul match qu'elle a vraiment bien joué, c'est le premier face à la Thaïlande, Simon le disait. Et elle a bien joué pourquoi ? Elle a eu du mal un petit peu au départ, mais elle a commencé à bien jouer quand elle a joué au sol. Et ça, l'Inde l'a oublié. Alors, Constantine avait été critiqué pour ça ces derniers temps, ces derniers mois, pour cette espèce de jeu, je vais pas dire du kick and rush, mais pas loin. Alors, du kick and rush avec des Indiens, c'est un peu chaud parce que Chetri, il fait pas 2m12, donc jouer en pivot, il sert à rien. Et voilà, l'Inde a payé le fait de pas jouer le dernier match, très concrètement. Ils ont joué un match nul, ils se sont repliés comme jamais, ils ont souffert comme jamais on peut souffrir sur un terrain. Enfin, voilà. Et voilà, il leur manque pas grand-chose, il leur manque déjà d'apprendre. Là, je pense qu'ils ont appris. Le fait de dans les compétitions continentales, il y a certaines choses qu'on ne peut pas renier, notamment son identité, et il va leur falloir, là c'est maintenant que ça va être intéressant pour eux, il va falloir qu'ils aillent trouver le sélectionneur qui va leur aider à franchir un palier, un vrai palier. Je crois que Nicolas Anelka est prêt, en train de passer ses diplômes et à jouer en Inde. Il connaît un peu le pays, ma foi. Pourquoi pas oui, un petit peu d'ironie, mais bon, pourquoi je suis même un peu mauvaise langue. Ça se trouve, Nicolas Anelka sera un très bon entraîneur. Dans ce groupe, tu en as parlé de ce dernier match, Nicolas, de l'Inde contre le Bahreïn. Il y avait le Bahreïn donc qui s'est qualifié un petit peu de justesse grâce à cette victoire contre l'Inde. Tu as beaucoup apprécié le jeu du Bahreïn, je crois, Nicolas. Est-ce que tu penses que ça va être un vrai challenger ou ça va être compliqué ensuite en huitième ? Ça, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question, surtout qu'ils vont jouer la Corée du Sud, donc on aura peut-être le temps d'en reparler un petit peu. J'ai aimé le Bahreïn. Il faut quand même bien dire qu'ils se sont fait voler le premier match. Le match d'ouverture face aux Émirats. Ils auraient dû battre les Émirats. Il y a eu un pénalty qui a été scandaleusement offert aux pays hôtes. Mais bon, voilà, on est en Asie. On est en Asie, on est partout dans le monde, c'est toujours pareil. on est dans le monde FIFA. Voilà, on est dans le monde FIFA. J'ai beaucoup aimé le Bahreïn. J'aime beaucoup cette équipe que je trouve intéressante, que je trouve surtout extrêmement bien organisée. Je parlais à l'instant de Constantine et du cap qu'il ne fait pas franchir tactiquement à l'Inde. Ce qui est fait avec le Bahreïn, c'est l'exact opposé. J'aime bien leur 4-2-3-1, j'aime bien leur jeu dans les couloirs. C'est une équipe hyper intéressante. Je ne suis pas convaincu que ça puisse... normalement, ça ne doit pas gêner plus que ça la Corée du Sud, si on doit aborder la suite pour eux. Mais sait-on jamais. C'est quand même... pour moi, c'est l'un des coups de cœur de ce début de compète. Je ne sais pas pour vous les autres, mais pour moi, c'est vraiment l'un des coups de cœur. Et Jordan, on sait que tu connais un petit peu la Thaïlande particulièrement. Qu'as-tu pensé de cette équipe ? Plutôt le pays en général que l'équipe nationale, Mais la Thaïlande, oui, parlons-en quand même. Ça fait un petit moment qu'il y a du travail autour du football dans ce pays, avec un championnat qui monte un peu. On l'a vu avec le Buriram United, par exemple, qui a fait de belles performances en Ligue des Champions. Est-ce que, même question un petit peu que le Bahreïn, est-ce que tu penses que ce passage en huitième est déjà un fait en soi, ou est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel challenger ? Je pense que c'est déjà une bonne chose en soi, mais après contre la Chine en plus, c'est vrai que la Thaïlande va avoir ses chances parce que la Chine c'est quand même pas exceptionnel sur les matchs de leur groupe, mis à part les deux premiers où il y avait quand même pas mal de bonnes choses. Après le troisième et dernier match de la Chine, c'était quand même un peu plus compliqué. C'est pour ça que je pense que la Thaïlande a un coup à jouer, a une vraie carte à jouer, avec un collectif quand même assez bien rodé. Donc je pense que la Thaïlande peut jouer un coup et peut pourquoi pas se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe d'Asie. Avec ce cher Chanatip qui joue en G-League, qui est un petit peu la vedette locale. Et bien voilà pour ce groupe A, je répète, les Émirats Arabes Unis qui terminent premier. Vas-y, dis-moi. Simon, je disais que Constantine, il est plus à la sélection indienne, mais en tout cas, il a plu parce que le Brisbane Roar est sur le dossier pour le recruter en fait comme entraîneur. Parce que Brisbane n'a plus d'entraîneur et il pourrait rebondir en Australie. Donc, voilà. D'accord, très bien. Ma foi, il a déjà peut-être trouvé un port d'attache, l'ancien coach, désormais ancien coach de l'Inde. Donc pour récapituler, ce groupe A, les Émirats Arabes Unis, termine donc premier avec 5 points, la Thaïlande seconde avec 4 points, le Bahreïn à égalité. Troisième est qualifié puisque les meilleurs troisièmes sont qualifiés avec 4 points et l'Inde passe à la trappe. Passons au groupe B et ma foi Antoine, tu as pris la parole et tu fais bien puisque dans le groupe B nous retrouvons l'Australie. Et là,
Jordanie et la Syrie. Alors, la Jordanie a terminé première et a fait une grosse sensation quand même, a très très bien joué son coup avec 7 points, 2 victoires en nul. L'Australie, avec 2 victoires et une défaite, s'est fait une grosse frayeur, on va en parler. La Palestine est trop juste et termine troisième, n'est pas qualifiée, ne fait pas partie des meilleurs troisièmes, avec 2 nuls et une défaite. Et la Syrie qui a cru réaliser un exploit ou qui s'est cru proche de l'exploit à la dernière journée contre l'Australie, termine dernière avec un point, donc un point d'un petit nul et 2 défaites. Antoine, l'Australie s'est faite peur, l'Australie se cherche encore avec Graham Arnold. Qu'est pas ça? Déjà, Graham Arnold, il commence par quelque chose, c'est qu'il va être le premier entraîneur à perdre un match de compétition, on va dire, interne avec la sélection. Personne n'avait perdu un match d'ouverture. Il y avait contre Oman en 2007, Tim Cahill avait réussi à égaliser. Donc voilà, c'est son petit record à lui, son premier. Et le souci, c'est que contre la Jordanie, c'est sûr que sur le papier, l'Australie est plus forte. Mais la Jordanie, en fait, ils avaient toujours un peu tiré l'Australie. Sur les 4 derniers matchs, il y a eu 2 défaites pour 2 victoires. Ouais, mais contre la Jordanie, on a un peu retrouvé ce qu'on avait vu avec les entraîneurs passés. Enfin, surtout avec Ange Postecoglou, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de possession et au bout du compte, on va rien avoir devant le but. C'est ce qui s'est passé et aussi on avait eu 2 cas qui ont été. Par contre, c'est là où on peut voir que Graham Arnold a fait des changements, on va dire, capitaux. C'est que il a enlevé Robbie Cruz, qui est un poids pour la sélection aujourd'hui, on peut le dire. Robbie Cruz, si je dis pas de bêtises, c'est plus de 70 matchs avec la sélection. Il a marqué que 5 buts. Et donc c'est très très peu pour un ailier. Donc quand il s'est fait sortir contre la Jordanie, quand il a fait un non-match, il s'est fait remplacer par Chris Ikonomidis, donc l'ancien joueur de la Lazio. Il est rentré. En fait, Robbie Cruz est sorti en faisant la gueule et du coup il est pu rentrer. Et juste pour la stat de Chris Ikonomidis, il est rentré contre la Palestine et contre la Syrie. 4 passes décisives et un but. Donc en tout cas, les changements de Graham Arnold ont payé. Contre la Palestine, l'Australie s'est rattrapée, comme on a pu le voir sur le compte-rendu de Lucarno Posé. C'est sûr que c'était la Palestine, c'est vraiment un petit adversaire. Et par contre, contre la Syrie, on a revu des soucis qui sont un peu inquiétants parce qu'après, il va falloir affronter l'Ouzbékistan, qui est loin d'être une petite nation au niveau du foot. Et puis, donc ça va monter de pression d'équipe en équipe qui sont de plus en plus fortes. Et donc, à voir déjà s'ils peuvent passer l'Ouzbékistan après avoir fait on va dire, un passage en groupe très moyen. Et oui, l'Australie qui est un petit peu en sous-régime et qu'on attend du coup, on attend un petit peu, on va être un peu exigeant avec cette Australie, on va exiger d'elle de monter un petit peu en régime, surtout contre, tu l'as dit, un Ouzbékistan très piégeux. Jordan, tu avais un mot à dire sur l'Australie? J'allais dire aussi à noter le premier but en sélection de McLaren, l'attaquant australien, si je me trompe pas, hein. On est d'accord? Ouais, c'est son premier but. Ça, c'est vrai que... Il est important même pour lui parce qu'il est en très mauvaise forme. Il n'a pas marqué un but avec Hibernian depuis. C'est ça, ouais. Heureusement que les ailiers apportent beaucoup en Australie, sur sur les matchs de poule, parce que sinon c'est vrai qu'avec les attaquants actuels, c'est pas tâche facile. Donc heureusement que les ailiers sont là, répondent présents. Ouais, heureusement qu'ils ont surtout Awermabil, c'est ça. Parce que sinon l'Australie. Après, ce qu'il faut rappeler, alors je sais que c'est souvent l'objet d'un débat qu'on a avec Antoine. Je vais quand même le placer parce que si je le place pas, c'est pas moi. Toutes les équipes de Graham Arnold sont dégueulasses. C'est historique. Donc partout où il est passé, ça n'a jamais gagné beau. Et l'Australie, pour l'instant, elle avance sans être belle. Elle n'est pas convaincante, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais elle est capable d'avancer et de continuer à avancer sans jamais convaincre. Et beaucoup d'équipes de Graham Arnold pensent même à son Sydney en Australie, vu l'effectif qu'il avait. C'était pas chouette à voir. Donc voilà, pour l'instant il s'en sort grâce à des joueurs qui sont ultra performants, Mabil, Ikonomidis qui fait une super entrée, mais voilà, collectivement c'est toujours fébrile, on se pose plein de questions sur cette Australie-là, elle est quand même en reconstruction, hein. Mais bon, le problème c'est qu'ils arrivent dans une phase où on n'a plus le droit de se poser de questions. Très bien, voilà qui est dit pour l'Australie. Et voilà qui est dit pour l'Australie, Antoine, voilà qui est dit pour l'Australie. On peut pas non plus, on a d'autres groupes à faire. Un petit mot rapidement quand même sur la Jordanie qui termine première, Nicolas. Je veux parler de coup de cœur avec le Bahreïn, en voilà un deuxième. C'est l'une des équipes qui a fait la meilleure impression. Je ne sais pas, Jordan,
toi aussi tu les as vus jouer, donc je Très sais pas solide. si tu as cette même impression. Ouais. J'aime beaucoup leurs joueurs de couloir. Tamari d'un côté, Al-Bakid de l'autre. Enfin voilà, c'est une équipe hyper solide, hyper bien organisée. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Bahreïn, hein. On parle de sélection et c'est, je pense, un truc général qu'on peut dire. Tu vois, on l'a pas dit en ouverture, Simon. On n'a pas fait un truc général, mais de manière générale, on s'aperçoit, parce qu'il y a eu des gens qui ont critiqué le fait qu'on soit à 24, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de formations qui sont extrêmement bien organisées et extrêmement disciplinées sur le plan tactique. La Jordanie en fait partie. Elle a des joueurs hyper intéressants. Elle risque de poser beaucoup de problèmes sur la phase éliminatoire. C'est vraiment une des équipes les plus solides du premier tour. Rien qu'avec Altamari, comme tu disais, c'est vraiment un très bon joueur. On l'a vu sur les 3 matchs, hein. Il a fait quoi? Il me semble, c'est un but, 2 passes décisives. Donc c'est vraiment le joueur jordanien à suivre, je pense, là pour le 8e de finale. Alors qu'on rappelle, il joue à l'Hapoel Nicosie. Très bien, eh bien écoutez, on va suivre ça, d'autant plus que la Jordanie affrontera le Vietnam, donc voilà, quelque chose à jouer au moins pour aller en quart de finale. Passons maintenant au groupe C. On va peut-être récapituler rapidement quand même ce groupe B, hein. Donc la Jordanie termine première avec 7 points, l'Australie seconde avec 6 points, et Palestine et Syrie passent à la trappe, la Palestine n'étant pas dans les meilleurs troisième. Et nous passons donc au groupe C, le groupe de la Corée du Sud, de la Chine, du Kirghizistan qui effectuait là sa première compétition continentale, tout comme les Philippines qui étaient dans le même groupe. La Corée du Sud, on va évacuer ça tout de suite, hein. La Corée du Sud est un des gros favoris, comme d'habitude, un des plus expérimentés, a fait 3 sur 3, 9 points, merci, bonsoir premier. La Chine termine seconde avec 2 victoires, 6 points. Le Kirghizistan, est un petit peu une grosse surprise, est arrivé à décrocher une belle victoire, contre les Philippins, hein, ma foi, qui était aussi qui démarrait également, mais qui du coup arrive à se qualifier en se plaçant parmi les meilleurs troisièmes, le Kirghizistan, et les Philippins par contre sont passés à la trappe. Moi j'ai envie de poser une question sur la Chine. La Chine, on le sait, hein, c'est comme beaucoup de pays, hein, dans cette région du monde, FIFA. La Chine investit énormément dans le football. On le sait, ça fait les gros titres en Europe avec les gros transferts, mais on l'a vu avec Sébastien Lucas dans d'anciens podcasts. Voilà, c'est un travail de formation profond sur le football en Chine. Est-ce que le travail est en train de payer? Excellente question. C'est difficile de répondre tout de suite. On a les premiers éléments. On sent qu'il y a quelque chose qui se met en marche. Il y a encore quand même du travail sur la Chine. Elle prend ses 6 points. On s'aperçoit qu'il y a 2 Chines, hein. Il y a la Chine avec Wu Lei et il y a la Chine sans Wu Lei. C'est un peu comme la Corée du Sud qui monte en puissance avec Son. Voilà, la Chine sans Wu Lei, c'est un petit peu plus compliqué offensivement. Il y a quand même encore un peu de naïveté et de fébrilité derrière. C'est pas encore assez solide pour franchir, je pense, hein, pour franchir d'autres paliers, mais ça avance. Il y a un travail, tu l'as dit, Simon, qui est fait. Sébastien l'avait déjà expliqué dans différents podcasts. On le voit sur Hello à travers la vitrine qui est la Chinese Super League. Ça avance. On va pas encore dire que c'est une grande nation de la région, mais bon, ça progresse. Et continuons de suivre ça. On va voir ce qu'ils vont donner sur la phase éliminatoire, mais il me semble encore un petit peu en dessous de pas mal d'autres équipes. Bon, en tout cas, Nicolas, c'est l'objectif, hein, d'ici 2030. On le rappelle, pour la Chine, d'être une des top nations du continent, mais il y a quand même pas mal de boulot, je trouve. Il manque quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que déjà cette Coupe d'Asie, là, s'ils peuvent, je pense, faire quoi, l'objectif, ça serait quoi, de faire déjà de passer contre la Thaïlande. Après quart de finale, ça serait soit Iran, soit Oman. Donc ça risque d'être compliqué de bien figurer après dans cette Coupe d'Asie, mais c'est vrai que l'objectif principal, ça reste d'être une top nation d'ici 2030. Mais il y a quand même beaucoup de choses à revoir, même si je pense que Marcello Lippi fait un super taf avec la Chine. Très bien pour la Chine, eh bien, comme vous l'avez dit, hein, work in progress, et on verra en 2030, mais on se rappelle qu'ils partent de loin. Donc, comme l'a dit Nicolas, il y a les premiers éléments. Il y a des choses à revoir, mais il y a les premiers éléments. Un mot maintenant sur le
Kirghizistan, c'est pas facile à dire, hein, le Kirghizistan. Un petit mot sur le Kirghizistan, donc, qui est une des surprises, qui était novice dans cette compétition et qui se qualifie pour les huitièmes en terminant parmi les meilleurs troisièmes et qui a été loin d'être ridicule. C'est une vraie surprise ou il profite de la faiblesse de la Philippine? Jordan, par exemple. Bon, allons-y. Bah, je pense que, enfin, par rapport au match contre les Philippines, il y avait quand même une classe d'écart entre les deux nations. Donc, je pense qu'il faut plutôt se référer au match du Kyrgyzstan contre la Corée du Sud et la Chine, où ils ont éprouvé quand même beaucoup plus de difficultés. Mais quand vous regardez les scores, donc la Corée du Sud a gagné 1-0 contre le Kyrgyzstan et ils ont perdu. La Chine 2-1. Ouais, contre la Chine 2-1. Donc ça reste quand même des résultats intéressants. Après, le Kyrgyzstan, pourquoi pas, contre les Émirats Arabes Unis. De toute manière, en 90 minutes, tout est jouable. Et ils peuvent surfer sur la vague avec leur attaquant Vitaly Jlux qui a marqué un magnifique triplé contre les Philippines. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que le Kyrgyzstan est quand même une nation intéressante et n'a pas volé sa place pour ces huitièmes de finale. Ouais, ils ont une volonté de faire du jeu, c'est déjà ça, parce que parfois, et c'est souvent l'objet de critiques, quand il y a des expansions et qu'il y a des petits nouveaux qui arrivent, on se dit, ah bah, les petits nouveaux, ils vont bétonner, machin. On les a vus jouer, on le savait, hein, on se doutait qu'ils allaient mettre en place, essayer de jouer, mettre en place des choses. Voilà, ils avancent eux aussi, c'est intéressant ce qu'ils font. Évidemment, enfin, comme dit Jordan, on a du mal à les imaginer aller très 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 loin dans cette compétition, hein, même si voilà, on ne sait jamais, hein, sur un face-à-face. Mais non, il y a un joli boulot qui est fait. Cette équipe était assez intéressante. Voilà, à voir pour la suite. Et oui, voyons voir pour la suite. Après, ce sera, comme vous l'avez dit, un petit peu compliqué, hein. C'est déjà une belle surprise, ce sera sûrement un peu compliqué contre les Émirats Arabes Unis, qui sont chez eux et qui sont, sans être des cadors, qui est une équipe qui compte. Sur le continent, alors récapitulons ce groupe C, Corée du Sud, what else, premier avec 9 points, Chine, Kyrgyzstan qualifié, 6 points pour les Chinois, 3 points pour le Kyrgyzstan et 0 points pour les Philippins qui ont un petit peu payé pour voir. Passons au groupe D, si vous le voulez bien. Groupe ce que je vais appeler le gros favori de la compétition, un premier des Asiatiques au classement FIFA pour ce que ça vaut, et plus grosse impression, ou une des plus grosses impressions asiatiques à la Coupe du Monde, l'Iran, parlons bien entendu des Perses, qui termine premier avec 7 points, égalité avec l'Irak, 7 points également, qui a ma foi bien répondu présent et qui a décroché un beau nul contre les Iraniens justement dans un derby Iran-Irak qui est toujours fort en sens géopolitique. Le Vietnam termine troisième, se qualifie à la faveur d'une place de meilleur troisième avec 3 points décrochés tout à la fin, hein, lors d'un dernier match contre le Yémen, enfin qui termine dernier et qui, à l'image des Philippins, payait pour voir et repart avec 0 but marqué et 10 encaissés. Il n'y a pas grand-chose à dire. On leur souhaite de voir leur football progresser pour la suite. L'Iran, c'est pas une nouvelle, c'est des gros favoris. Et là, on va dire qu'ils ont confirmé leur statut de gros favoris. Qu'en pensez-vous? Ouais, je suis d'accord. On a trois, entre guillemets, si on se base aussi sur les performances et sur ce qui s'est passé, par exemple, à la Coupe du Monde. On se disait Iran, Japon et Corée du Sud. On reviendra sur le Japon plus tard. La Corée du Sud, on n'en a pas trop dit, mais elle n'a pas été extrêmement convaincante sur son premier tour. Donc, on va lui laisser, même si elle prend ses 9 points, tranquille, on va lui donner une jurisprudence France 2018 en lui disant qu'elle va monter en puissance au fil des tours. Par contre, oui, tu l'as dit, l'Iran, waouh, c'est extrêmement costaud. C'est le seul qui répond vraiment. C'est le seul qui monte en puissance. Le dernier match face à l'Irak, c'est un contexte particulier. C'est un match particulier. Mais voilà, c'est une équipe, bon, on la connaît, hein, franchement, ceux qui suivent Hello, ceux qui écoutent les podcasts, ceux qui nous lisent, c'est bon, maintenant ils connaissent la Team Melli, on sait que c'est extrêmement solide, que c'est une machine, c'est une véritable machine. Pour moi, c'était les favoris avant la compétition et après le premier tour, si on s'arrête à la vérité de l'instant, je vois mal qui peut venir ébranler cet édifice. D'autant plus que, on le verra à la fin, on fera un récapitulatif, mais l'Iran a un tableau relativement dégagé, au moins jusqu'en demi-finale. Un petit mot sur l'Irak, hein, qui voilà, un petit peu comme les Émirats Arabes Unis et d'autres nations que l'on, sans être des favoris à la victoire finale, qu'ils l'ont déjà décroché, me semble-t-il, cependant, l'Irak est toujours plus ou moins au rendez-vous. Il l'est ce coup-ci. Quelque chose de particulier à signaler sur l'Irak? Je trouve que c'est quand même assez solide, hein, avec 2 victoires en match nul, comme l'Iran. Et comme sur le dernier match,
Ça a quasiment fait jeu égal avec l'Iran. Bon, comme disait Nicolas, c'était un contexte particulier quand on se rappelle leur confrontation à la Coupe d'Asie en 2015. Mais je pense que l'Irak peut faire quelque chose contre le Qatar. Il y a la place. Ça a quand même bien joué, surtout les deux premiers matchs hein, contre le Yémen, on le rappelle, victoire 3-0, et contre le Vietnam, victoire 3-2. Donc pourquoi pas? C'est assez intéressant ce que produit l'Irak avec leur sélectionneur Katanek. Donc pourquoi pas, à voir, à suivre. Ouais, c'est une jolie équipe et ils sont quand même 4e en 2015. Hein, il faut faut pas minimiser l'Irak. Et ils ont un facteur X, un Mohamed Ali qui est waouh, c'est extraordinaire devant. Alors on ne sait pas s'il a 18 ans ou 21 ans, mais même s'il avait 21 ans, il est quand même assez impressionnant le garçon. Et on arrive dans une phase maintenant, les phases d'élimination directe, où justement, quand tu as ton facteur X dans l'équipe, c'est pas mal. On parlait de la Chine qui n'est pas la même sans Wu Lei. L'Irak peut compter sur Mohamed Ali. On s'attendait à ce que ça soit une révélation. C'est un vrai bon joueur. Et ils peuvent venir en perturber plus d'un. Ouais. Très bien, j'aimerais qu'on se penche un petit peu rapidement sur le Vietnam, qui était un petit peu une inconnue, mais qu'on attendait, parce qu'on le suit depuis un petit moment sur le carnet opposé, pas avec attention, on n'a jamais fait gros focus sur le Vietnam, mais on a un œil sur lui, ou plutôt on en a régulièrement entendu parler via des brèves, via des petits sujets sur les transferts en Chine ou sur la Corée du Sud ou des académies. Le Vietnam, comme la Thaïlande, comme la Chine, travaille son football actuellement. Il y a un travail de formation très sérieux. Même question que pour la Chine ou la Thaïlande d'ailleurs. Est-ce qu'on commence à voir un petit peu des choses évoluer? Est-ce qu'on commence à voir se créer quelque chose? On peut clairement le dire. Il faut quand même rappeler que le Vietnam est l'équipe la plus jeune de la compétition. Donc, c'est pas anodin. Ils se qualifient. Évidemment, ils ont encore des lacunes qui sont aussi liées à la jeunesse de cette équipe. Il y a une certaine naïveté, surtout derrière. Il y a quelques soucis pour gérer les temps forts et les temps faibles. Hein. On les a vus. C'était face à l'Irak sur le premier match où ils font une première mi-temps, mais assez incroyable. Et ils s'écroulent ensuite. Mais écoute, je pense qu'ils ont déjà mission accomplie en s'étant qualifiés pour les huitièmes. Là, ils vont passer sur quelque chose d'un peu costaud face à eux, face à la Jordanie. Qui sait, on ne sait jamais. Mais je pense qu'ils ont réussi. On parlait tout à l'heure de la Chine qui doit franchir des paliers. On parlait de l'Inde qui doit franchir des paliers. Voilà, le Vietnam est en train de franchir petit à petit des paliers. Ils sont en huitième de finale de la Coupe d'Asie. Écoute, voilà, on va continuer à les suivre parce que ça va continuer d'avancer, c'est une certitude. D'autant plus que c'était loin d'être évident en tombant dans le groupe de l'Iran et l'Irak. L'Iran en super favori, on l'a dit, et l'Irak, tu l'as rappelé, 4e. Voilà, c'est un incontournable continental sans être un mastodonte, c'est un incontournable continental. Rappelons rapidement le classement de ce groupe D. 3 qualifiés donc, l'Iran, comme la Corée du Sud, what else? 7 points, l'Irak au rendez-vous, a répondu présent, 7 points, second. Le Vietnam, qui fait partie des meilleurs 3e et qui termine 3e du coup avec 3 points. Et le Yémen, hein, on l'a dit, voilà, Yémen, see you la prochaine fois, see you next time. Passons au groupe E. Et là aussi, s'il y avait de la géopolitique avec l'Iran et l'Irak dans le groupe D, dans le groupe E, il y en avait pas mal aussi, c'est encore plus actuel, avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et oui, rien que ça. Le Liban et la Corée du Nord, c'est d'ailleurs même très... Voilà, c'est pas mal géopolitiquement comme groupe. Le Qatar termine premier avec 9 points, à la faveur d'une belle victoire en dernière journée face à l'Arabie Saoudite, qui termine seconde avec 6 points. Le Liban termine 3e et ne se qualifie pas pour les 8e, ne terminera pas dans les meilleurs 3e. Et la Corée du Nord est revenue des années en arrière. C'est presque un paradoxe comment on dit, quelle est la formule? C'est aidez-moi. Un pléonasme. Un pléonasme, exactement. La Corée du Nord est revenue plusieurs années en arrière en repartant avec une bulle. Mais parlons du Qatar. Le Qatar organise sa Coupe du Monde en 2022. On se pose depuis longtemps la question du niveau du Qatar, de ce que ça donnera à ce moment-là. Et là, le Qatar répond présent et a l'air très sérieux. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'ils répondront présent hein, en 2022. Parce que y a quand même beaucoup de travail fait pour déjà. Et sur ce qu'ils montrent là, sur cette Coupe d'Asie, c'est quand même très très solide. Donc on le rappelle, 10 buts marqués, 0 encaissés. 7 buts de leur attaquant Ali Almoez qui est absolument en feu, qui est exceptionnel.
Donc franchement, le Qatar peut pourquoi pas prétendre au titre dans cette Coupe d'Asie. C'est vraiment intéressant. Donc, et puis même avec leur sélectionneur Sanchez, espagnol, on sent vraiment la patte espagnole. Ça produit du jeu, ça veut jouer au ballon. Et ils ont les joueurs techniques pour. Rien que je pense aussi à l'ailier Afif, qui était au festival de Toulon il y a de ça quelques années, avec 4 passes décisives là pendant cette compétition, pendant la Coupe d'Asie. Ils ont vraiment les atouts pour jouer les troubles faits pour la victoire finale. Et toi, Nicolas, qu'en penses-tu? Ouais, je sais pas s'ils joueront la victoire finale parce que c'est pareil, on parlait du Vietnam qui est jeune, le Qatar c'est aussi très jeune. Par contre, je rejoins Jordan sur le côté, ils seront présents, ils seront là en 2022. Ils seront là, ils joueront pas le titre, hein, on va pas non plus les survendre, hein, ils vont pas jouer le titre de champion du monde, mais ils seront clairement pas le ridicule que certains leur annoncent. C'est une équipe jeune, il y a du talent, il y a vraiment du talent. Jordan a tout dit, hein, il y a Félix Sanchez a posé quelque chose d'intéressant. Ils sont partis doucement dans cette compétition parce qu'ils ont montré quelques carences un petit peu face au Liban. Ils sont partis doucement, puis ils sont montés en puissance. Et voilà, ils ont un vrai avant-centre. C'est une machine. C'est une équipe extrêmement intéressante. Je suis assez impatient de les voir face à l'Irak, parce que là, ils vont franchir un palier encore. Maintenant, ils ont joué l'Arabie Saoudite, qui était déjà quand même un sacré client, parce que si on doit évoquer rapidement l'Arabie Saoudite, on sent aussi la patte Pizzi, hein, dans cette équipe. Ça joue au sol, ça combine. Il y a des petits triangles de partout. J'ai pas vu le match, hein, face au Qatar parce que j'étais sur l'autre match du groupe. Mais voilà, le Qatar attention au Qatar, attention, parce que ça va continuer d'apprendre. Ça apprend là, ça va faire la Copa América en juin. Leur projet c'est 2022, il est clairement affiché et ils sont en train d'avancer très très vite là. C'était, je pense, le gros point de ce groupe E, car tu l'as dit, l'Arabie Saoudite, ma foi, un petit peu comme d'autres, hein, on les connaît, entre gros guillemets, on les connaît, et voilà, la surprise est plutôt que le Qatar ait dominé l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, tu l'as dit, en plus, c'était loin d'être une équipe facile. On l'a vu pas mauvaise du tout à la Coupe du Monde avec Pizzi, et le travail a continué, et c'était pas mal du tout ce qu'on a vu pour l'instant contre la Corée du Nord. Contre le Liban, donc c'était pas évident pour le Qatar, et comme vous l'avez dit, ils l'ont fait et c'est tout à fait sérieux. Le Liban, rapidement. Et avec un meilleur gardien, ils étaient qualifiés en prenant parce que le but qu'il prend contre la Corée du Nord est juste scandaleux. Le Liban bat la Corée du Nord. Voilà, enfin bon, ils se retrouvent à égalité de buts avec le Vietnam, hein, et ils perdent à cause de cartons ils ont pris un carton de plus que le Vietnam dans la compétition. Ça paraît terrible de perdre pour un carton. Ils perdent surtout pour ce coup franc qu'ils encaissent. Ils ne doivent jamais le prendre. D'autant qu'en face, tu vois, tu disais tout à l'heure pour le Yémen, see you next time. Franchement, la Corée du Nord, c'est probablement la seule équipe qui n'était pas au niveau, hein, sur cette compétition. C'était franchement pas au niveau à tous les points de vue. Donc voilà, c'est dommage pour le Liban. Il y avait peut-être mieux à faire. Il y a eu des joueurs qui ont été en dedans par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Je pense à leur capitaine, Hassan Matouk. Mais bon, écoute, dommage. On verra. C'est pas passé loin. À suivre. Et d'ailleurs, Ah, pour en revenir vas-y. sur la Corée du Nord, j'ai rarement vu une équipe qualifiée en phase finale d'une compétition internationale aussi faible que la Corée du Nord. Et vraiment, je pèse mes mots, hein. C'est quand même, il y a rien de, C'était enfin, il y a- terrible. terrible, Ma terrible. foi, la chose étant dite, j'avais pas prévu de m'étaler sur le sujet, car en effet, vous l'avez dit, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. La Corée du Nord n'était absolument pas au niveau de cette compétition continentale. Un petit récapitulatif du classement de ce groupe E. Le Qatar est donc premier avec 9 points, l'Arabie Saoudite est seconde avec 6 points, le Liban troisième avec 3 points, éliminé, et la Corée du Nord. Passons désormais et terminons avec le groupe F, celui du Japon, de l'Ouzbékistan, de l'Oman et du Turkménistan. Beaucoup de en et un on. Eh bien, c'est le on qui l'emporte, un peu comme l'Iran, la Corée du Sud, voilà, on l'a dit, ça fait partie des cadors, donc what else, 3 victoires, 9 points. L'Ouzbékistan se classe second avec 6 points, et on va en parler, l'Ouzbékistan n'est plus une surprise. L'Oman se qualifie en étant dans les meilleurs troisièmes avec une victoire probante et 3 bons points, et le Turkménistan n'a pas forcément non plus été trop au niveau, pas autant que la Corée du Nord, mais voilà, c'était trop juste, et termine dernier avec une bulle et pas mal de buts pris également, 10 buts pris pour 3 marqués. Le Japon va pas s'étendre, hein, pas en tout cas maintenant, comme la Corée du Sud, comme d'autres. Par contre, voilà, un petit mot sur l'Ouzbékistan que l'on voit progresser de compétition en compétition. L'Ouzbékistan
n'est plus une surprise. Est-ce que l'Ouzbékistan peut passer, on va dire, dans la catégorie des Irak, Émirats Arabes Unis, des vrais gros challengers continentaux? Ils ont ce qu'il faut pour, en tout cas, sur cette compétition, hein. Avec Hector Cooper qui est arrivé, il y a une nouvelle, un nouveau palier. On utilise beaucoup le mot palier, hein, ou cap, ou étape. Mais cette équipe-là, c'est parmi celles qui ont fait la plus forte impression, hein, sur la phase de groupe. Ils ont un attaquant, Shomurodov devant qui est, c'est un Golgoth, hein, qui est d'une puissance rare. Ils ont un équilibre. C'est une équipe qui joue bien, il y a la patte Hector Cooper qui est on défend bien et on est hyper efficace. Ils ont marché d'une façon incroyable sur le Turkménistan, mais c'était terrible pour les pauvres Turkmènes qui avaient fait un bon match d'ouverture. Je m'appellerai Antoine Blanchet-Quérin, je serai spécialiste Australie, je serai un tout petit peu inquiet en vue du 8e de finale. Et en plus, Mathieu Lecky est blessé à nouveau pour. Normalement, il devait être prêt, mais il est blessé. Voilà. Je mettrais une petite pièce pour l'Ouzbékistan face à l'Australie. Sur l'Ouzbékistan, tu as cité leur attaquant et je vais devoir regarder voilà, Shomurodov. J'allais regarder ma fiche pour me rappeler du nom, c'est pas toujours facile. Shomurodov. On peut aussi signaler la présence du milieu de terrain Akhmedov que les suiveurs de la Chinese Premier League connaissent, hein, le milieu de terrain le capitaine, le milieu de terrain du Shanghai SIPG qui a répondu également présent avec un petit but et puis du jeu. Un mot sur cet Oman qui a réussi à se qualifier. C'est mon deuxième coup de cœur de la compétition. J'aime beaucoup cette Troisième équipe alors. aussi. Troisième, parce que moi, il y a la Jordanie, c'est vrai. voilà, La Jordanie pareil. m'a séduit. Les coups de cœur, c'est des équipes que j'attendais encore moins, Bahreïn, Oman. Voilà, c'est une équipe, pareil, extrêmement bien organisée, hyper offensive, qui joue hyper libérée aussi, sans faire n'importe quoi. C'est ça qui est important. Le match face au Turkménistan pour aller chercher leur qualification. Pour prendre un exemple, hein, parce que ça symbolise, je trouve, cette équipe-là. Ils ont marché sur la deuxième mi-temps, mais pareil, hein, c'était incroyable. C'était un attaque-défense pendant 45 minutes sur la deuxième mi-temps. C'était déjà une grosse domination en première, mais en deuxième, c'était terrible pour le Turkménistan. Ils prennent le but ils marquent le but qui leur permet de passer de s'imposer, hein, tout simplement, donc de passer troisième. Et tu vois, souvent, tu es pris entre deux feux. Le temps avance, tu n'es jamais à l'abri d'un danger parce que tu n'as qu'un seul but d'avance. Et eux, ils ont continué à attaquer et à pousser comme jamais. Ils ont pris des risques incroyables pour aller chercher le troisième but qui les qualifiait sans aucune discussion grâce à la différence de but. Donc voilà, c'est une équipe qui joue tout le temps, qui ne s'arrête pas et qui est cohérente parce que Verbeek fait quelque chose de très cohérent avec cette équipe-là. Et il y avait eu beaucoup de critiques sur le fait qu'à l'époque de Paul Le Guen, cette équipe n'avançait pas. Là, franchement, elle avance bien et elle peut être je ne vais pas dire une surprise parce qu'elle va se prendre l'Iran, hein, en 8e de finale. Donc, elle se prend peut-être le pire, entre guillemets, pas un tirage, mais le pire adversaire qu'elle pouvait prendre. Mais voilà, c'est une des belles équipes de cette compétition. D'ailleurs, sur le premier match, on a vu que l'Oman a bien fait jeu égal, même plus que fait jeu égal avec l'Ouzbékistan malgré la défaite. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment du potentiel. Après, contre le Japon, ça a été un peu plus compliqué, malgré le fait qu'ils aient perdu seulement 1-0. Mais c'est vrai qu'ils ont une carte à jouer aussi contre l'Iran en 8e. Et c'est vrai que l'Oman, comme tu disais, Nicolas, pour moi aussi, c'est un petit coup de cœur dans cette compétition. L'Oman récompensé donc de ses efforts. Récapitulons. Japon premier avec 9 points. L'Ouzbékistan second avec 6 points. L'Oman troisième est qualifié avec 3 points. Et le Turkménistan dernier avec 0 points. Voilà qui est fait pour tous ces groupes. Donnons un petit peu le tableau final, hein, le tableau de ces 8e de finale qui débuteront le dimanche 20 janvier, donc ce dimanche, avec la Thaïlande qui affrontera la Chine, l'Iran qui affrontera l'Oman, la Jordanie qui affrontera le Vietnam, le Japon qui affrontera l'Arabie Saoudite. Dans l'autre partie du tableau, la Corée du Sud affrontera le Bahreïn, le Qatar affrontera l'Irak, les Émirats Arabes Unis affronteront le Kirghizistan et l'Australie affrontera l'Ouzbékistan. Messieurs, on va se quitter sur un petit mot de la fin, très très synthétique, sur ces 8e de finale et ce premier tour. Commençons par toi, Antoine. L'Australie monte en puissance contre l'Ouzbékistan. Ils n'ont jamais perdu contre eux. Le dernier match 6-0 contre l'Ouzbékistan. Pas de problème, ça va passer. Ça s'appelle de l'optimisme à toute épreuve. Et c'est beau. Il faut. C'est beau. Jordan,
Alors, pour revenir sur ce premier tour, vraiment beaucoup d'intensité dans tous les matchs, franchement. Les joueurs se sont vraiment donnés à fond, mais vraiment, c'était très agréable à suivre. Donc, je vous invite, ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore regardé de match, à suivre attentivement les huitièmes de finale. Vous ne perdrez en aucun cas votre temps. Et toi, Nicolas? Eh ben oui, la compétition, je suis d'accord avec Jordan, elle est partie sur un rythme assez effréné. Et, là, ça va monter en puissance. Il y a plein d'affiches hyper intéressantes. Il y a des favoris annoncés qui sont en danger, surtout le Japon face à l'Arabie Saoudite. Voilà, il va y avoir des matchs vachement intéressants. Je pense que ça va encore accélérer, monter d'un cran au niveau de l'intensité, alors que c'est déjà parti très très fort. Donc franchement, c'est vraiment une belle Coupe d'Asie. On n'a pas de temps mort dans cette compétition jusqu'ici, et même en termes de matchs. Eh bien, espérons que ça dure jusqu'au bout, et il se pourrait qu'il y ait encore quelques belles surprises à venir. Très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, je vais me permettre également un petit mot, un petit clin d'œil de fin en parlant de monsieur Bernd Stang, l'entraîneur de 70 ans de la Syrie, que je voulais signaler quand même comme étant un monsieur badass, parce que rappelons que le monsieur est né et est est-allemande. Est-allemand et est né évidemment donc en Allemagne de l'Est, ce qui n'a jamais été facile. Et l'entraîneur qui entraîne donc actuellement la Syrie, Il n'entraîne plus, il est parti. il est parti, mais qui entraînait la Syrie, donc voilà la situation de guerre. Eh bien, le monsieur a entraîné l'Irak entre 2002 et 2004, voilà, en pleine début de seconde guerre du Golfe. Donc voilà, pareil, le monsieur a le don pour se trouver au bon endroit, au bon moment. Et un petit passage aussi en Biélorussie entre 2007 et 2011. Biélorussie, une belle... Et tu peux ajouter qu'il travaillait pour la Stasi quand il était avec l'Allemagne de l'Est. Et il travaillait C'était ma petite anecdote finale. Mince, j'ai spoilé. C'est pour terminer, attendez, c'est beau quand même. Donc voilà, monsieur, un sacré personnage, avec des allures un petit peu d'Eric, qu'on le voit sur sa photo Wikipédia. Bernd Stang, ancien de la Stasi, est-allemand, passage en Irak en pleine guerre du Golfe sous Saddam, Biélorussie et Syrie de Bachar. C'est du lourd. Merci messieurs, on se retrouve la prochaine fois pour parler de ce tableau final de cette Coupe d'Asie, et bien sûr on n'oublie pas de lire tous les comptes rendus de la compétition sur Lucarne Opposée. Merci Nicolas. Merci à toi Simon. Merci Jordan. Merci à toi. Et thank you mate. See ya. Bon. C'est bien joué. Allez, salut tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis.